Les pourparlers pour trouver une issue diplomatique au conflit russo-ukrainien n'ont pas encore abouti à une percée notable. Ces négociations sous médiation américaine butent en particulier sur la question des territoires. Et pour en parler, nous sommes en direct de Cherbourg en France avec Christophe Boutin, politologue et professeur universitaire. Christophe Boutin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient d'annoncer que les négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine reprendront mercredi à Abu Dhabi. Quelles sont d'après vous les motivations du report de ces pourparlers prévus initialement ce dimanche ? Écoutez, je crois que le président Zelensky a été clair. Il a dit nous sommes en contact permanent avec la partie américaine. Nous attendons qu'elle nous fournisse des précisions sur les prochaines réunions. Alors, le président Zelensky a évoqué un élément que vous avez vu dans votre journal télévisé à l'instant, c'est-à-dire le conflit potentiel, les tensions entre les USA et l'Iran, pour expliquer que, à cause de cela, il pouvait y avoir un report. En fait, la réalité, c'est surtout qu'il y a eu une autre réunion qui vient de se passer en Floride, qui a réuni Dmitriev, le représentant russe, et Witkoff, le représentant américain. D'ailleurs, pas seulement le représentant américain, il y avait aussi des représentants du Trésor américain pour discuter de ce plan de paix en Ukraine, discuter du cessez-le-feu en Ukraine. Cela sans les Ukrainiens. Et on comprend bien qu'il fallait donc décaler en quelque sorte la prochaine réunion avec Zelensky, avec les Ukrainiens, qui va avoir lieu à Abu Dhabi comme la précédente, pour justement permettre d'intégrer dans les débats qui vont venir les éléments qui ont très certainement été négociés, car les deux, l'émissaire russe comme l'émissaire américain, se sont dit plutôt satisfaits, voire même très satisfaits, de la réunion qui vient d'avoir lieu à Miami. Les premières négociations directes connues entre Ukrainiens, Russes et Américains sur le plan de Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine ont eu lieu vendredi et samedi dernier dans la capitale fédérale des Émirats arabes unis. Que peut-on retenir de ces premières négociations, Christophe ? Écoutez, la première négociation était surtout destinée à mettre en place un cadre justement de dialogue, un cadre de négociation. Il s'agissait d'abord d'envisager les éléments du cessez-le-feu, d'envisager les éléments des garanties de sécurité dont l'Ukraine allait avoir besoin une fois que le cessez-le-feu serait fait. Ce sont, je crois, effectivement des cadres très, très généraux. On en est sur la procédure, on n'en était pas encore, bien sûr, sur l'accord de paix, même si on a eu sur la table, de manière très claire, les éléments du plan américain, ce plan de Trump, initialement en 28 points, maintenant en 20 points, parce que, mais on y reviendra peut-être, il y a eu des critiques qui ont été faites de la part de l'Europe ou de la part d'autres partenaires, considérant que le plan était initialement peut-être trop favorable à la Russie. Alors on le sait, les pourparlers butent en particulier sur la question des territoires. La Russie exige notamment que les forces ukrainiennes se retirent des zones de la région de Donetsk qu'elle contrôle encore. Kiev de son côté estime que sa perte la priverait d'un rempart vital pour prévenir une nouvelle offensive des forces russes. Quels sont les autres points de discorde selon vous ? Le point territorial, vous avez tout à fait raison, est un point absolument essentiel dans la matière. C'est la question du Donbass. Faut-il laisser l'intégralité du Donbass à la Russie, sous contrôle russe, ou trouver un contrôle intermédiaire? En tout cas, actuellement, l'idée de prendre le cessez-le-feu sur la ligne de front donnerait de toute manière une importance territoriale, une conquête territoriale à la Russie. Et c'est un élément qui est le plus critiqué, notamment dans certaines capitales occidentales. Par ailleurs, les autres éléments qui peuvent poser problème sont d'autres concessions qu'on va demander à l'Ukraine, par exemple de ne pas adhérer à l'OTAN. Il y a cette idée de neutralisation d'un glacis non otanien à l'ouest de la Russie. Il y avait, mais ça semble avoir disparu, il y avait la question de la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. On voulait un format réduit en disant qu'il y aurait des observateurs étrangers qui assureraient la sécurité et donc que l'Ukraine pouvait réduire son armée. Cela semble être pour l'instant par contre écarté. La question aussi, c'est celle de l'existence d'une zone plus ou moins large, démilitarisée, le long de la ligne de contact, ce qui pose
vous devinez bien la question de savoir qui va vérifier cette démilitarisation, comment elle va être vérifiée. Ça demande donc un accord très important à la fois des deux principaux pays concernés, l'Ukraine et la Russie, mais aussi de ceux qui portent l'accord de paix, qu'il s'agisse des USA ou d'une autre manière peut-être des Européens, pour savoir comment contrôler cela. Enfin, il y a toujours des questions ici politiques et économiques. J'évoquais le fait que dans les négociations qui viennent d'avoir lieu à Miami, l'aspect économique avait sans doute été envisagé. Il s'agit de savoir si l'on va lever ou pas et comment on va lever les sanctions économiques contre la Russie. Et éventuellement, il y a toujours cette thèse, mais ça c'est une thèse habituelle, je dirais, de l'administration trumpienne, de créer dans certaines zones des zones franches pour un développement économique. Voilà, si vous voulez, les divers points, vous voyez que c'est très varié et on comprend donc les difficultés qu'il y a à trouver un accord sur tous ces points d'un seul coup. Revenons à présent sur cette pause des frappes russes sur la capitale Kiev, qui a été acceptée par le président russe Vladimir Poutine à la demande de son homologue américain Donald Trump afin de favoriser les négociations qui doivent prendre justement fin ce dimanche. Est-ce qu'on peut prévoir des bombardements russes accrus sur le territoire ukrainien ? Ah, c'est une excellente question. Si vous voulez, on avait pensé initialement, lorsqu'il y a eu le premier round de négociations à Abu Dhabi, on avait pensé qu'il y aurait une trêve de fait et que effectivement les bombardements seraient suspendus. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Il y a eu, pendant les négociations à Abu Dhabi, pendant le premier round, il y avait effectivement des bombardements. Actuellement, la trêve qui a été demandée par Donald Trump à Vladimir Poutine sur les frappes concernant Kiev ont effectivement été suivies, mais on l'a vu, vous en avez parlé dans votre journal, il y a eu d'autres frappes ailleurs en Ukraine, donc les tensions existent bien, il y a une surutilisation actuellement par la Russie des drones dans leur aspect tactique et stratégique, et il n'est pas évident que l'annonce, si vous voulez, de ce nouveau round à Abu Dhabi conduise à une suspension des bombardements. C'est vrai qu'actuellement, le problématique spécifique des populations civiles à cause des vagues de froid qui sont très importantes dans cette partie du monde peuvent conduire à limiter cependant les frappes sur les sources énergétiques. Parlons à présent de l'armée russe qui continue de grignoter lentement du terrain dans l'est de l'Ukraine. Elle a revendiqué ce dimanche d'ailleurs la prise du petit village de Soukhetske, situé au nord des villes disputées de Pokrovsk et de Mirnograd. Est-ce qu'on peut craindre le pire selon vous ? Craindre le pire, ça dépend quel est le sens de votre formule. Si vous envisagez un effondrement d'un seul coup de la ligne de défense ukrainienne, vraisemblablement pas. Les Ukrainiens travaillent dans un système de défense en profondeur et actuellement, il n'y a pas de percée. Mais il y a, vous avez tout à fait raison, ce grignotage stratégique permanent. Alors, c'est un grignotage. On parle ici de quelques dizaines de mètres par jour. On parle de passage d'un camp à l'autre de petits villages. On ne parle pas de grandes villes qui chuteraient, on ne parle pas de secteurs complets pris en tenaille. Mais ce grignotage de l'armée russe, effectivement, continue. La Russie, pour elle, elle estime qu'elle a l'endurance, qu'elle peut tenir, je dirais, quasiment indéfiniment, alors que de son côté, il est certain que l'armée ukrainienne souffre, quand bien même cette armée ukrainienne bénéficie-t-elle d'un apport d'armement occidental. Il faut des hommes pour servir les armes, et c'est ici qu'il y a un véritable problème. Avant de conclure, Christophe Boutin, la communauté internationale, notamment la France et ses alliés, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Quels sont, selon vous, les enjeux stratégiques et conséquences de ces prises de territoire ukrainien sur l'Europe ? La prise de territoire ukrainien sur l'Europe, si vous voulez, c'est quelque part une sorte de défaite, puisqu'il s'agit bien à un moment ou à un autre de concéder à la Russie les territoires qu'elle a déjà conquis dans la pratique. On verra après peut-être pour mettre un protectorat ou voir comment on va négocier, si vous voulez, la manière dont la Russie va intégrer ou pas intégrer ces territoires qui appartenaient à l'Ukraine. Il y a au sein de l'Union européenne une division, soyons clairs. Il y a des pays qui actuellement, d'abord,
Il y a des pays qui sont inquiets de l'avance russe, les pays qui sont situés à l'est de l'Union européenne. Il y a des pays au centre de l'Union européenne, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui aimeraient bien voir se terminer cela pour reprendre de véritables négociations avec la Russie. Et il y a d'autres pays de l'Union européenne, comme la France, mais hors Union européenne maintenant, comme la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, sont engagés dans une politique visant à pouvoir éventuellement fournir des contingents pour assurer la paix sur une partie au moins de la zone ukrainienne. Ce qui fait que c'est très divers et il manque ici peut-être d'une vision globale et d'une solution pour l'ensemble de l'Union européenne. Merci beaucoup Christophe Boutin pour votre analyse et toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur universitaire et que vous étiez en direct avec nous depuis Cherbourg en France. Merci à vous.